faire des réserves. Pour beaucoup de gens, ce n'est plus vraiment nécessaire, puisqu'on peut aujourd'hui se rendre au supermarché quand on le souhaite. Mais imaginons maintenant que ce ne soit plus possible. Que faudrait-il prévoir comme réserve d'urgence? Et comment les conserver le plus longtemps possible? Dans une forêt de Berlin, nous allons reproduire un scénario de crise et cuisiner nos provisions sans le moindre appareil. Quelque chose me dit que Pierre va être plus rapide. Pas sûr. Il faut voir. Soufflez. Serons-nous capables de survivre? C'est ce qu'on appelle faire des provisions en masse. Bon, je n'ai pas tout à fait les mêmes produits chez moi, mais en termes de quantité, c'est à peu près pareil. Avec des produits frais en plus, bien sûr. Tu as tout ça chez toi? Oui, au cas où. Ah, moi, je suis plutôt du genre à sortir acheter quelque chose quand j'ai une idée de recette, ou selon mon humeur, ou la saison. Mais ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée d'avoir toutes ces réserves chez soi. Panne de courant généralisée. Et pas seulement pour quelques heures, mais pour plusieurs jours. Un scénario de cauchemar. Car sans électricité, beaucoup de choses cessent de fonctionner. Les stations essence, les distributeurs automatiques et dans les supermarchés, les caisses enregistreuses. Difficile alors de se procurer à manger. Il doit me rester une brique de soupe. J'ai de quoi cuisiner quelque chose vite fait en attendant. Non, je n'ai pas vraiment de réserve. Je n'ai pas beaucoup de stock d'avance. Je sais que c'est recommandé par la sécurité civile en cas de catastrophe, mais on vit à Berlin, alors même en cas de coupure d'électricité ou de catastrophe majeure, je ne suis pas du genre à m'inquiéter. Peu de gens semblent habitués à constituer des stocks. Alors pour éviter toute panique, l'État allemand a décidé de prendre les devants. L'État a stocké des réserves de crise. Si certains produits alimentaires se raréfient ou ne sont plus disponibles, ou bien si en cas de crise totale on ne trouve plus rien, l'approvisionnement de la population sera assuré. Dans 150 sites secrets, des entrepôts invisibles tels que celui-ci recèlent environ 800 000 tonnes de produits alimentaires, soit 10 kilos pour chaque habitant de l'Allemagne. On y trouve du riz et des légumineuses, aliments nourrissants qui peuvent se conserver jusqu'à 10 ans. En cas de besoin, ils doivent permettre de préparer des plats chauds. Ces réserves de crise prévues par l'État existent depuis les années 1960. Plus de la moitié de ce stock est composé de céréales, blé, seigle et avoine, à partir desquels on peut fabriquer de la farine puis du pain. Mais cette transformation demanderait de gros efforts, en particulier en cas de panne de courant. Car quel moulin possède un groupe électrogène de secours? Les céréales ne seraient pas distribuées directement à la population, mais aux moulins. Or, dans une économie de marché libérale, on ne peut pas exiger des moulins qui disposent de groupes électrogènes de secours. Et par le biais de discussions et d'exercices de simulation, il a été clairement dit qu'un approvisionnement électrique de secours doit être envisagé. Les moulins le savent, mais nous n'avons aucune prise sur ce qu'ils font et nous ne savons pas lesquels en sont équipés. Ces réserves de crise ont-elles vraiment une utilité? Des chercheurs de l'Université libre de Berlin ont examiné les aliments mis de côté par l'État allemand. D'après eux, le concept n'est pas viable. Il présente des lacunes et n'est pas adapté à des crises soudaines. D'une part, les matières premières stockées ne sont pas prêtes à être consommées. Elles doivent être cuisinées. D'autre part, ces sites ne sont connus qu'au niveau fédéral. Et les autorités locales compétentes ne savent pas forcément où ils se trouvent. Elles ne peuvent donc pas mettre au point de plan d'urgence, ni passer d'accord avec des entreprises pour assurer la sécurité lors des distributions. Enfin, aucune mesure n'a été définie sur la façon dont la transformation de ces aliments et la distribution à la population doivent s'effectuer. L'Allemagne possède plus de réserves d'urgence que tous les autres pays européens. Montant de la facture, 17 millions d'euros par an. Mais visiblement, la façon dont ces réserves doivent parvenir à la population en cas de crise n'est pas claire. Comment cela se passe-t-il ailleurs?
Aux États-Unis, par exemple, il existe également des réserves de crise, mais elles sont déjà prêtes à être consommées et peuvent être directement distribuées à la population. Et du côté du Royaume-Uni, il y a une plus grande collaboration entre l'État et les commerçants. Ces derniers fournissent des informations au pouvoir public sur la nature et la quantité des stocks disponibles, ce qui permet une meilleure planification. Les chercheurs berlinois conseillent d'impliquer les commerçants, mais aussi les municipalités et les communes, comme en France, où tous les départements conservent des plats préparés en cas de crise. Pour être tranquille, mieux vaut donc se montrer prévoyant. L'Office de protection civile recommande de constituer des réserves pour au moins 10 jours, soit 20 litres d'eau par personne. 2,6 kg de lait et de produits laitiers, 3,5 kg de pain, de pommes de terre, de riz et de pâtes, ainsi que 6,5 kg de conserves de fruits et de légumes. Pour une famille de 4 personnes, cela fait donc 130 kg de réserve d'urgence, ce qui coûte cher et demande de la place. Mais comme le dit l'adage, 2 précautions valent mieux qu'une. Mais que faire avec ces provisions si une coupure de courant empêche la cuisinière de fonctionner? Nous rencontrons Benjamin Ziep, spécialiste de la survie en pleine nature. Bon alors, sans parler de scénarios de fin du monde et autres théories du complot, partons du principe qu'il y a une coupure de courant généralisée qui perdure. Comme le recommande l'Office de protection civile, nous avons fait des réserves pour 10 jours. Vous nous avez demandé de rassembler ces provisions et de les apporter dans cette forêt berlinoise en plein hiver. Pourquoi ? Eh bien d'abord, comme vous l'avez dit, s'il y a une coupure de courant électrique, il va commencer à faire froid dans les logements. Ensuite, à un moment donné, il n'y aura plus d'eau. Et si la panne se prolonge, il va y avoir de l'agitation en ville. Des études prévoient qu'au plus tard, au bout de 8 jours, l'ordre public s'effondre. Là, par exemple, votre réchaud ne marche plus car vous n'avez plus de gaz. Il faut donc savoir comment faire du feu. Et ça, on n'en sait rien. On est 2 citadins complètement perdus. C'est pour ça qu'on se retrouve ici, en forêt, pour un petit stage pratique. D'accord. Ça suffit, non? Ok, on peut y aller. Regardez cette couche-là. Si vous passez la lame de couteau en dessous... Ne te coupe pas, Pierre. C'est très bien. Cette fine écorce de bouleau va vous être utile car elle brûle même quand elle est humide grâce aux huiles essentielles qu'elle contient. On pourra en mettre de plus épaisses après. Bien. Ici, vous avez une pierre à feu, un morceau de coton carbonisé vers lequel diriger l'étincelle et un grattoir. Ici, vous avez une version plus compliquée, techniquement plus exigeante. C'est ce qu'on appelle un perçoir à archet. Il se compose d'une planche à feu, d'un foret, d'une pommelle et d'un archet. Et voilà comment on procède. D'accord. Il faut le faire assez longtemps, jusqu'à ce que ça fume. On le met dans le trou. Quelque chose me dit que Pierre va être plus rapide. Pas sûr. Il faut voir. Oh non! Ça brûle! Super! Et voilà, c'est bon. Génial! Vous le prenez? Ah, ça brûle! Tu as allumé ton premier feu, Pierre. C'est vrai. Pas mal, hein? Et sans briquet. J'ai réussi à me brûler les doigts. Pas encore. Soufflez.
Ça brûle pour de bon, là. Mettez-le dans le trou aménagé. Dedans, c'est ça? Trop bien, notre premier feu. C'est génial. Si vous vous baissez pour souffler, la fumée n'entrera pas dans vos poumons. Super, c'est parti. Des lentilles et des légumes, ça ira. Vous avez deux solutions. Soit vous posez la boîte de conserve près du feu pour qu'elle se réchauffe par les côtés, soit vous attendez qu'il y ait des braises, vous disposez deux bâtons et vous posez la boîte dessus, comme sur un réchaud. De cette façon, nos réserves devraient nous permettre de tenir 10 jours. Ces boîtes de conserve se gardent évidemment très longtemps. Mais au quotidien, à la maison par exemple, nous achetons d'autres produits pour remplir nos placards. Alors, comment les conserver au mieux? Rencontre avec des professionnels dans un entrepôt de stockage alimentaire digne de tous les superlatifs. Plus de 100 000 articles qui doivent être vendus rapidement et surtout frais à la clientèle sont stockés là. Des dizaines de mètres de rayonnage remplis de produits périssables. S'ils venaient à s'abîmer, cela pourrait coûter très cher. Dès leur arrivée, les produits frais sont entreposés dans une chambre froide à 2 degrés. Des chimistes examinent alors l'intégralité de la marchandise. L'altération des aliments est due au processus naturel de décomposition causé par les bactéries et les champignons. Lorsque de la moisissure apparaît, cela indique toujours la présence d'agents pathogènes sur les produits, qui ne sont alors plus adaptés à la consommation. Et lorsque ces agents se propagent à l'intérieur d'une pièce, il faut veiller à ce que les spores de moisissure ne se déposent sur aucun des produits. C'est pourquoi, dès leur arrivée, nous effectuons un tri. La probabilité de voir des micro-organismes se multiplier, se propager à une vitesse plus ou moins grande et rendre les produits immangeables dépend de la température. L'entrepôt est donc divisé en plusieurs zones. Dans le congélateur, il fait moins 22 degrés. Les employés ne doivent pas y séjourner plus de 30 minutes. Les aliments, en revanche, peuvent rester longtemps dans ce froid glacial. La congélation est un excellent moyen d'empêcher les micro-organismes de se multiplier. Ça ne les tue pas, mais ça stoppe leur propagation. Les produits se conservent ainsi plus longtemps et peuvent être consommés par le client sans perte de qualité. Exemple avec la viande. La chair d'oie, particulièrement grasse, peut se conserver congelée jusqu'à 6 mois. Plus maigre, le bœuf peut se garder jusqu'à 1 an. La règle d'or, moins il y a de gras, plus l'aliment se conserve longtemps. Dans cette chambre froide, les températures oscillent entre 2 et 5 degrés. L'idéal pour les variétés de fruits et de légumes qui apprécient le froid, comme les fruits rouges, les champignons et la salade. Les basses températures ne freinent pas seulement la prolifération de micro-organismes, elles ralentissent aussi le processus de maturation. Autre zone de température dans cette immense réserve, l'espace tropical, où il fait 7 degrés. Parfait pour les fruits exotiques. Mais pourquoi? Cela aide les fruits exotiques à mûrir et à devenir suffisamment sucrés. Par exemple, nous avons l'ananas. Ce fruit a mûri longuement après récolte. Il suffit de tirer sur ses feuilles et on se rend tout de suite compte qu'il a atteint la maturité parfaite. Un lieu de stockage avec différentes zones, nous avons tous cela chez nous. Et ce qui fonctionne à grande échelle marche aussi à notre niveau. Les moins 18 degrés du congélateur sont parfaits pour stocker les aliments à long terme, à condition toutefois de bien laver fruits et légumes avant de les congeler afin de les débarrasser des bactéries, matières fécales et autres champignons. Un réfrigérateur compte plusieurs zones aux températures différentes et chez soi, comme chez les professionnels du stockage, il est important de bien ranger ses aliments. Avec 4 degrés, la zone la plus froide se trouve en bas du réfrigérateur, l'endroit idéal pour entreposer la viande ou la charcuterie qui s'abîme facilement. Pour les produits laitiers, tels que les yaourts ou le fromage, le milieu du réfrigérateur avec ses 5 degrés est parfait.
Dans le bac à légumes, il fait 8 degrés. Il est tout à fait adapté à la conservation de la plupart des fruits et légumes. Mais attention, les pommes dégagent de l'éthylène qui accélère la maturation. Alors ne stockez pas une salade à côté d'une pomme, car l'éthylène la fera flétrir plus vite. Les aliments entamés se conservent bien à 8 degrés, dans la partie supérieure du réfrigérateur. Dans la porte, il fait environ 10 degrés, la bonne température pour conserver les œufs et les boissons. Certains aliments, en revanche, n'ont rien à faire dans le frigo. Si on stocke les pommes de terre en dessous de 4 degrés, l'amidon se transforme en sucre et elles prennent un goût désagréable. Il faut donc toujours les ranger à température ambiante. Le mieux est de les conserver dans un endroit sombre et aéré, de façon à ce que leur humidité puisse circuler. Les tomates, de leur côté, doivent finir de mûrir. Elles ne sont pas récoltées à totale maturation, même si elles sont déjà rouges. Si on les place au réfrigérateur, le processus de maturation est interrompu et les arômes ne peuvent pas se développer. Le pain, quant à lui, dégage de l'humidité. Il a donc besoin d'une circulation de l'air constante. L'idéal est de le conserver dans un récipient en terre cuite, mais jamais à l'air libre. Il risquerait de se dessécher. Bref, bien ranger les provisions n'est pas si compliqué. Pour que les aliments se conservent plus longtemps et gardent leur goût, il suffit d'opter pour la bonne température. En tout cas, ici, il fait aussi froid que dans un frigo. Mais que se passerait-il en été? Comment garder des aliments frais ou périssables? Ce serait vraiment dommage de les jeter. Ici, par exemple, j'ai apporté quelques réserves de la maison. Comment pourrais-je faire pour conserver et faire durer au maximum ces produits? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comme nous sommes en hiver, on ne peut pas faire sécher des aliments comme on le ferait en été. Par contre, on peut faire comme nos grands-parents autrefois. Par chez nous, ils confectionnaient beaucoup de choucroute et faisaient mariner les aliments. C'est le principe de la fermentation. On prépare une solution salée dans laquelle on fait mariner nos aliments et la fermentation peut commencer. Très intéressant. Maintenant, j'écrase les légumes. Je les réduis en petits morceaux pour en extraire un maximum de jus. Avec de l'eau minérale. Oups. Et ça se conserve combien de temps? Ça peut se garder au moins 1 ou 2 mois. Le sel permet de conserver les légumes, mais aussi la viande. C'est le principe de la salaison. Et là, quelle est la fonction du sel? Le sel attire l'eau qui est contenue dans les tissus. Quand il y a moins d'eau, la viande se conserve plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des bactéries dans l'eau, et elles sont moins susceptibles d'agir lorsque la viande est séchée. Ok. Et là, je prépare la viande pour le fumage, qui permet aussi la conservation, c'est ça? Exact. Plus elle est coupée fin, et mieux la fumée va sécher les fibres et conserver la viande. Voilà. Tout au fond? Oui, c'est mieux. Vous n'en avez pas trop préparé, donc il y aura assez de place pour tout mettre. Mais ça ne risque pas d'attirer les animaux? C'est vrai, ça? En général, ils n'aiment pas tellement le feu ni la fumée. Ah, d'accord. C'est chaud. Quand une viande est fumée, elle se garde combien de temps? Je pense qu'on peut tabler sur plusieurs semaines, voire jusqu'à 6 mois. Pas mal. La crise peut s'éterniser. C'est vrai. Et si je sucre encore plus mes pommes cuites, ça me fera de la compote que je pourrais garder un peu plus longtemps. Il existe encore d'autres méthodes pour conserver des aliments. Mais qu'en est-il des nutriments? Peuvent-ils résister à ces différents traitements? Les aliments longue conservation. Une bénédiction pour tous ceux qui n'aiment pas faire leurs courses au compte-gouttes, mais également un défi pour l'industrie agroalimentaire. Pour augmenter la durée de vie des aliments, elle a entre autres recours à des conservateurs.
Mais les associations de défense des consommateurs mettent en garde. Presque tous les conservateurs autorisés en Europe sont jugés douteux. Les produits longue conservation seraient-ils mauvais pour la santé? Pour les experts en technologie alimentaire de l'Université Beuth des sciences appliquées de Berlin, il est clair que les conservateurs luttent efficacement contre les bactéries et les champignons. Mais dans la pratique, cela veut dire que les fromages, par exemple, sont aspergés de natamycine, également utilisée contre les mycoses des pieds. D'autres aliments contiennent du sorbate de potassium, soupçonné d'altérer nos gènes. Autre substance souvent utilisée, le benzoate de sodium, qui, dans l'organisme, peut se transformer en benzène, une substance cancérigène. Pourrions-nous nous empoisonner sans le savoir en consommant ces conservateurs? C'est la dose qui fait le poison, bien entendu. D'un autre côté, si on utilise les conservateurs, c'est pour des raisons très concrètes. Dans les produits d'origine animale, par exemple, il n'y a pas d'environnement stérile. Les aliments contiennent toujours des bactéries et elles peuvent rendre très malades, parfois même entraîner la mort. C'est pour cela que l'on utilise des conservateurs. Lorsque cela est possible, mieux vaut éviter les conservateurs et utiliser d'autres méthodes, comme la pasteurisation. Le lait est brièvement chauffé à haute température. Après seulement 15 secondes à 75 degrés, toutes les bactéries dangereuses sont éliminées, mais pas les nutriments. Dans le lait UHT, 80% des vitamines sont préservées. La chaleur permet également de conserver les jus de fruits et tout ce qui est vendu en bocaux ou en boîtes de conserve. Les conserves sont souvent meilleures qu'on le pense en termes de vitamines, car ce sont des processus de thermisation spécifiques qui entrent en jeu, à savoir des programmes thermiques d'une durée et d'une température précise. On veille à ce que le procédé de fabrication soit le plus doux possible, afin d'épargner un maximum de vitamines et de nutriments. Encore plus doux, la conservation sous vide d'air. Avec ce type d'emballage, les micro-organismes travaillent beaucoup plus lentement. La viande emballée sous vide d'air se conserve ainsi 5 fois plus longtemps. Même chose pour les produits conditionnés sous atmosphère protectrice. Un conditionnement sous atmosphère protectrice signifie que l'on retire tout l'air de l'emballage et qu'on le remplit d'un mélange de gaz, dans le cas présent de CO2 et d'azote, afin de remplacer l'oxygène. C'est en effet lui qui fait office de facteur de croissance pour les bactéries aérobies, c'est-à-dire qui ont besoin de dioxygène pour fonctionner. Cette atmosphère freine leur prolifération. Saucisses et jambons se conservent le plus souvent grâce au fumage et au salage. Mais ce dernier est aujourd'hui remis en question. Le sel utilisé, à savoir le nitrite de sodium, protège bien la viande des germes dangereux et lui confère du goût, ainsi qu'une appétissante couleur rouge. Mais l'OMS met en garde contre la viande salée. Chez les jeunes enfants et les nourrissons, cela peut entraver le transport de l'oxygène. Cela veut dire que les nourrissons et les enfants ne devraient pas manger d'aliments salés. De plus, chez les personnes âgées, cela peut également endommager l'épithélium intestinal. Tout cela a incité l'OMS à classer ces aliments comme étant potentiellement cancérigènes. Les scientifiques planchent donc sur des alternatives au sel. Par exemple, les extraits de légumes. Des plantes comme la betterave rouge ou la salade verte contiennent naturellement du nitrate. À l'aide de bactéries spécifiques, il peut se transformer en nitrite qui possède des effets conservateurs. Avantage, ce conservateur végétal est plus sain. Mais il est aussi plus complexe à fabriquer et jusqu'ici autorisé seulement au Danemark. D'ici à ce que cela change, il ne reste qu'une solution pour ceux qui comptent renoncer au sel nitrité. Se passer de charcuterie.
Et pourquoi pas se tourner vers une bonne pomme cuite? Avec ça, on ne risque rien. Ça vous dit? Je crois que la mienne est prête. Il n'y en a plus pour très longtemps. Attention, pas touche. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir appris toutes ces choses. Je vous en prie. Toutes ces techniques maîtrisées par nos ancêtres et oubliées de tous. C'est vrai. Par exemple, comment conserver les aliments. Oui, et ce n'est pas si mal d'avoir en plus chez soi quelques réserves, comme nos grands-parents. C'est vrai, autant avoir les deux. Sur ce, à bientôt. Salut. À la prochaine, restez curieux d'ici là.